Merci beaucoup. Je baisse parce que je suis un peu plus petite qu'Alexandra. Comme a mentionné Alexandra, le sujet est un peu vaste et on ne pourra pas parler de toutes les maladies et de tous les produits développés dans ce domaine, puisque c'est une ère très dynamique, on va y venir. Mais donc voilà, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous parler des thérapies anti-sens dans la neurologie. Alors, techniquement, j'y arrive, c'est bon. Alors, on va parler rapidement d'un point de vue, d'une overview un peu sur l'histoire qui est arrivée jusqu'aux premières approbations en neurosciences de ces ASO. On va revenir aux bases pour discuter brièvement des modes d'action. Je vais vous présenter quelques exemples emblématiques qui ont donné lieu aux premières approbations. Et puis, on va parler justement de certaines maladies génétiques pour lesquelles il y a des développements cliniques en cours, dont on verra qu'il y a des bumps on the road, comme on dit, des petites difficultés dans le cours du développement, donc notamment dans le Huntington et les ataxies. Alors d'abord, qu'est-ce que sont les thérapies anti-sens? C'est des séquences de nucléotides qui sont conçues pour se lier à une cible spécifique d'un gène. Les ASO, donc les oligo-antisens, sont des oligonucléotides qui peuvent être de l'ADN ou de l'ARN, simple brin, qui est un brin anti-sens. Les RNAi, les ARNi, sont des ARN double brin et leur stabilité pour ces différents produits et leur demi-vie est prolongée grâce à des modifications chimiques qui sont faites sur ces bases. Ça va permettre de résister à la dégradation naturelle par les nucléases endogènes. Alors, un petit point de nomenclature rapide pour ceux qui ne sont pas forcément familiers. Donc, quand ça se termine en RSEN, c'est pour Reverse Sense. Donc, c'est un oligo-antisens. Si on veut même être plus précis, NERSEN, c'est des pathologies neurologiques qui vont être traitées, ou DIRSEN, des dystrophies musculaires. Et quand on a un suffixe qui est CERAN, c'est un anagramme de siRNA, et donc c'est une maladie, un médicament qui va agir sur la voie de l'ARN interférence. Donc un petit point rapide historique, en fait, quand on tape oligo-antisens dans PubMed, on se rend compte qu'il y a vraiment une vague jusqu'à 2004 qui correspond depuis les années 70-80 à toutes les connaissances biologiques qui ont même amené jusqu'au premier ASO qui a été approuvé dans la rétinite ACMV, donc pas du tout le même domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis il y a la prolongation des connaissances biologiques, notamment sur les voies de l'ARN interférence. Et puis, quand on s'intéresse aux ASO dans les pathologies neurologiques, on voit que cette fois-ci, on n'est pas du tout sur la même cinétique et que c'est vraiment, depuis les premiers essais cliniques en 2011 et puis les études complémentaires précliniques, qu'on a vu apparaître beaucoup de publications dans le domaine de la neurologie et de la neuroscience dans ces dernières années. Ça reflète vraiment le dynamisme actuel dans le domaine. Alors, pourquoi c'est maintenant? Parce que d'abord, nos connaissances de ces pathologies neurologiques, elles s'améliorent de jour en jour, et Alexandra vient de le dire, même sur ce qui se passe à 14 semaines d'aménorrhée. Donc voilà, on commence à être de plus en plus en profondeur des connaissances des pathologies neurologiques. Sur le plan technologique, les ARNi et les ASO sont prêts, déjà utilisés dans d'autres pathologies, et ça nous permet également d'utiliser ces connaissances des autres domaines pour les appliquer à la neuro. C'est un mécanisme, finalement, une approche thérapeutique différente de ce qui est actuellement pas mal utilisé, notamment dans les immunisations passives par anticorps, anti-alpha-synucléine, anti-tau, voilà, toutes ces approches d'immunisation passive. Donc on propose une classe complètement différente. L'administration avec engagement de cible est faisable, on pourra peut-être en discuter un peu après. Voilà, c'est pas parfait, on peut potentiellement s'améliorer puisqu'on injecte principalement, comme c'est marqué ici, en intratécal ou même des administrations plus locales en intracérébral, et le but est voilà, de restaurer ou de diminuer la production, l'expression d'un gène pathologique ou la production de la protéine subséquente. Donc c'est maintenant qu'on s'y intéresse et c'est le point chaud. Alors, oui, c'est bon, sur le grand écran, on voit mieux. Ça, c'était juste pour vous faire une vision un peu globale des médicaments qui sont déjà approuvés, notamment, parce que vous voyez que c'est une ère, on est allé assez vite, en fait. Je vois que j'ai l'impression d'être dans The Voice. Elles se sont retournées toutes les trois, j'ai gagné, c'est bon. Donc, on voit qu'il y a pas mal de maladies qui peuvent être périphériques comme centrales.
qui ont obtenu des approbations, donc que ce soit l'amyotrophie spinale, l'amylose à transthyrétine ou les dystrophies de Duchenne dont je parlais, alors avec quelque chose d'un peu plus controversé, puisque vous voyez que les approbations ne sont pas par toutes les agences pour la dystrophie. Et maintenant que vous êtes super pro en suffixe, vous pouvez repérer les azos qui se finissent en RSN et les RNAi qui se finissent en IRAN. On a également, dans des phases très avancées, phase 3, et on va y revenir à peu près en détail après, d'autres pathologies comme le Huntington et la SLA, qui sont des pathologies aussi emblématiques en neuro, pour lesquelles il y a des efforts des industriels dans le développement, même si on ne peut pas contrôler les industriels, comme Alexandra l'a mentionné sur le SCA2 tout à l'heure. Voilà. Ils font des fois un petit peu leur propre développement ensuite. Donc il n'y a pas que ces phases aussi avancées, en fait c'est beaucoup plus dynamique que ça. Vous avez beaucoup de phases 1 et 2 dans ces pathologies, mais également dans des maladies neurodégénératives, le Huntington, les synucléopathies, l'étopathie, et puis des maladies des plus développementales comme le Dravet, l'Engelmann. Donc on est vraiment sur une ère très dynamique, bien qu'ici, vous voyez, on soit sur des phases beaucoup plus précoces, 1-2. On va revenir sur certaines de ces maladies. Je ne pourrais pas discuter de tout dans les 20 minutes imparties. On va revenir d'abord aux bases, puisqu'on parle de bases, pour les oligonucléotides. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler trop en détail, mais très rapidement, bien sûr, quand on part de l'ADN, on a ensuite la transcription en ARN pré-messager, puis l'épissage et la maturation de l'ARN messager et la traduction en protéines, avec la possibilité d'un épissage alternatif qui va donner des possibilités d'isoformes de protéines, de différentes isoformes des protéines. Si on le met, ce schéma, en fait, sur un schéma simplifié d'une cellule, on peut un peu voir comment vont agir et où les oligo-antisens. Alors, ils peuvent agir par le fait de modifier, de favoriser un épissage alternatif. Alors, ça peut être dans les deux sens. Soit on veut rétablir l'expression, enfin l'ARN et donc ensuite sa traduction et donc favoriser le rétablissement de la production d'une protéine, ou au contraire vouloir produire un ARN plus raccourci et qui va diminuer l'expression de la protéine pathologique. Et donc c'est par exemple l'exemple des nusinersen dans l'amyotrophie spinale et de l'éteplirsen dans la dystrophie de Duchenne pour l'épissage alternatif. On a aussi la possibilité de vouloir bloquer la traduction ou de favoriser la dégradation de l'ARN messager, donc aussi ainsi diminuer la traduction. Donc ça peut être un blocage par encombrement stérique, c'est-à-dire l'azo va se fixer spécifiquement sur l'ARN messager et par encombrement stérique empêcher au niveau du site d'initiation de la traduction, donc empêcher la fixation des complexes ribosomaux et donc la traduction et donc diminution de la protéine pathologique. On peut aussi avoir l'azo qui va se fixer sur l'ARN messager. Et ces hybrides ADN-ARN sont naturellement reconnus par la RNase H1 qui va faire son action, c'est-à-dire cliver l'ARN messager. Et donc on va empêcher la traduction et diminuer la production de la protéine pathologique. C'est par exemple l'exemple du fonctionnement du tominersen dans le Huntington ou de l'inotersen dans l'amylose à transthyrétine. L'autre possibilité pour favoriser la dégradation de l'ARN, c'est d'utiliser donc des RNAi pour favoriser la voie de l'ARN interférence. Donc en fait, on a des RNAi donc de double brin qui vont être clivés par les enzymes Dicer en petits RNAi double brin. Et le brin antisens va se lier à risque, être chargé dans le complexe risque qui va ainsi cliver l'ARN messager et empêcher la traduction et la production de la protéine. Alors ce qui est intéressant, c'est que risque et le brin antisens peuvent être ensuite réutilisés pour recliver d'autres ARN messagers. Donc ça, c'est par exemple le mécanisme de fonctionnement du patisiran dans l'amylose à transthyrétine. Donc finalement, si on compare un peu ces deux types d'approches, donc dans tous les cas, c'est des bases qui sont modifiées chimiquement avec, je vous ai dit, l'azo qui peut être de l'ARN ou de l'ADN, et donc les cibles qui peuvent être de l'ARN messager, mais aussi de l'ARN pré-messager pour le cas des azos. L'arrivée à la cible, c'est-à-dire dans la cellule, est presque plus simple pour l'azo d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas besoin de vecteur viral ou de conjugaison protéique, mais pour le RNA, on a besoin d'un vecteur viral, donc avec parfois des problèmes des anticorps anti-vecteurs viraux qui peuvent apparaître et qui peuvent empêcher les patients d'être inclus ensuite dans des essais qui utiliseraient ce type de vecteurs viraux.
On a noté plus d'effets indésirables pour l'instant avec les azos, mais parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus d'essais qui ont été réalisés, donc c'est probablement, on en découvrira plus avec les RNAi après. Et les voies d'administration, quand on est sur une pathologie périphérique avec les azos, on peut avoir des administrations IV ou sous-cute, mais pour les pathologies centrales, on a pour l'instant l'intratécale principalement, voilà, alors que les RNAi peuvent être, eux, administrés en IV ou en sous-cutané. Il y a des effets indésirables qui ont été retrouvés de façon assez commune à cette classe en fait, des oligo-antisense, qui est principalement due à l'accumulation de l'azo dans l'organe cible sur lequel il va être toxique. Donc on a des protéinuries, des toxicités rénales avec des glomérulonéphrite, des toxicités hépatiques, il y a eu des thrombocytopénies, j'y reviendrai tout à l'heure dans un des essais, probablement avec un mécanisme plus d'ordre immunoallergique, et des hydrocéphalies cliniques, probablement dû d'une part à la diminution de la clairance du LCR dans les granulations par accumulation de l'azo et potentiellement des contextes inflammatoires un peu aspécifiques associés. Donc les exemples emblématiques qui ont conduit aux premières approbations, alors comme vous êtes tous généticiens, je vais passer vite sur les maladies, l'amyotrophie spinale autosomique récessive, une forme type 1 plus sévère, en particulier à des lésions de l'exon 7 du gène SMN1, puis on a un gène homologue, le SMN2, qui lui a un épissage alternatif. Et donc du coup, il y a eu 2 stratégies qui ont été proposées dans les approches thérapeutiques, les thérapies géniques à proprement parler, pour exprimer un nouveau gène SMN1, et bon, j'en parle juste là, parce que c'est pas le sujet du top aujourd'hui, mais c'est quand même un exemple emblématique de succès de thérapie génique, de premier sujet. Et puis l'autre approche, c'était avec des azos, donc pour favoriser l'épissage alternatif des SMN2 en favorisant les formes avec l'exon 7. Donc c'est le cas du nusinersen, qui était vraiment le premier exemple d'approbation d'une azo, avec dans la phase 3 voilà, une augmentation de la survie, une réponse motrice uniquement dans le groupe traité par rapport au placebo, et dans la phase d'extension OLE, là, Open Label Extension, on a pour l'instant des retours qui sont similaires, et on aura les retours définitifs, la fin de l'étude sera en août 2023, donc prochainement. Il y a également une phase 3 dans une forme de type 2, donc moins sévère, avec une stabilisation, une amélioration, mais vous voyez qu'avec des résultats des essais comme ça, on obtient une approbation, mais avec une ASMR dite 3, modérée, une maladie aussi sévère. C'est pour vous dire que le développement des médicaments est passé en AMM et en indication, c'est pas si facile, parce qu'on a quand même des essais qui sont assez clairs en termes de résultats, et même comme ça, on a une ASMR 3. Bien sûr, on ne sauve pas complètement les patients et on ne les traite pas complètement. Voilà, donc c'est bien sûr, on aimerait bien avoir le Graal du médicament qui résout tous les problèmes. Une autre maladie, donc cette fois-ci un exemple de neuropathie périphérique autosomique dominante, la forme donc neuropathie à transthyrétine, avec une neuropathie avec une grosse dysautonomie, un cluster au Portugal, mais beaucoup de formes en France. Initialement, les premiers traitements des années 90 qui étaient dysmodifying, c'était les transplantations hépatiques, et vous imaginez bien la lourdeur de ce traitement, et donc c'était pas un traitement miracle. Il y a eu beaucoup de développement de protéines chaperones, etc. Et puis donc c'est un exemple quand même du premier siRNA qui a été autorisé, avec un siRNA qui est donc chargé dans avec des lipides, des nanoparticules, pour pouvoir permettre sa protection et de bien cibler les hépatocytes. Vous voyez, un exemple, on en discutera sur le Huntington tout à l'heure, c'est que ce siRNA va cibler la production de TTR pathologiques, mais également non mutés. Voilà, ils avaient des bons engagements de cible, une amélioration et une baisse du niveau de TTR retrouvé dans le sang, et une baisse de la progression dans la phase d'Open Label Extension. Donc vraiment, de nouveau, une approbation avec des essais donc en IV cette fois-ci. Vous voyez, c'est quand même toutes les 3 semaines. Un autre exemple dans l'amylose, cette fois-ci avec un azo par contre. Et je vous en parle pourquoi, parce que la phase 3 de cet azo, c'était donc l'étude neuro-TTR. C'était par voie sous-cutanée, de nouveau, efficacité, moins d'aggravation sur le plan clinique, baisse de la TTR dans le sang, mais des effets indésirables avec les glomérulonéphrite, et puis des thrombocytopénies quand même chez 60 patients, ce qui est quand même un bon nombre de patients, et dont 3 patients avec des thrombopénies très sévères, moins de 25 000, et un qui est décédé d'une hémorragie intracérébrale. Donc ça a conduit à modifier les surveillances de ce médicament, avec une surveillance plus rapprochée des plaquettes, et depuis, donc, il n'y a plus de ce type de complications. Avec potentiellement quand même un intérêt de commencer le plus tôt, et on est sur potentiellement quelque chose qui est disease modifying, puisque dans la phase d'extension en ouvert,
il y avait une amélioration qui était moins importante chez ceux qui avaient commencé plus tard le traitement. Alors, je passe à une autre maladie du motoneurone, la SLA, très sévère que vous connaissez, avec un certain nombre de gènes impliqués, notamment ce qui intéresse actuellement dans le développement les mutations de SOD1 et de C9orf72. Donc, le tofersen dans la SLA qui cible cette fois-ci de nouveau et les formes mutées et non mutées de l'ARN messager, donc qui va favoriser la dégradation de l'ARN par l'RNasage. Donc, c'est les études Valor qui ont étudié l'effet du tofersen. En fait, on est dans une phase où on a eu notamment avec l'analyse intégrée de la phase d'extension, potentiellement chez les patients qui avaient commencé plus tôt, une diminution du déclin, un ralentissement sur les aspects cliniques et respiratoires. Et donc, les soumissions pour demande d'approbation à la FDA et l'IME, l'IME c'est très récent, hein, c'est le mois dernier, sont en cours et la FDA a jusqu'à avril pour répondre. Donc on devrait savoir très prochainement si ça va être approuvé. Donc on est sur une phase très avancée et il y a l'étude Atlas actuellement qui s'intéresse, on parlait des patients présymptomatiques tout à l'heure, voilà, à ces patients présympto SOD1 pour voir si ça permet de gagner en efficacité. Sur ces 9 orphes, il y avait une phase 1 qui là a été arrêtée là, pour manque d'efficacité, mais oui, il y a encore le même industriel, parce qu'on voit que c'est des bibs, pour ne pas les citer, je ne cite pas les industriels, mais qui ont voilà, encore 2 autres molécules dans le pipe, donc c'est sur la SL actuellement assez dynamique également. Donc ça, c'était les médicaments qui sont finalement arrivés jusqu'à la phase clinique avec approbation ou très proche de l'approbation. Et on est, pour d'autres maladies plus génétiques, mouvements anormaux, plus dans l'entrée maintenant des phases avancées de développement, phase 3. Donc les phases de développement clinique avancées. Donc le Huntington, je pense que vous connaissez, en plus Alexandra a dû vous en parler déjà beaucoup de fois, donc je vais parler très court de cette forme autosomique dominante de mutation par expansion de triplet, maladie par expansion de triplet, et plus la taille de l'expansion est importante, plus il y a une pénétrance importante et un âge de début précoce. On a différentes possibilités, lieux de possibilités des approches pour diminuer la production de Huntington pathologique, soit sur le pré-ARN messager, où on va essayer de provoquer la dégradation de l'ARN par RNase, mais cette fois-ci, donc ça peut être sur les allèles pathologiques ou non, et on va y venir après. On peut aussi cibler des formes qui sont dites plus toxiques potentiellement, enfin des formes plus spécifiquement ciblées sur l'exon 1. Et puis les RNA interférences avec cette fois-ci sur l'ARN messager et la dégradation par complexe risque. Donc en fait, finalement, il y a eu 2 approches qui ont été discutées et débattues dans le Huntington et développées. C'est les approches allèles sélectifs ou non allèles sélectifs. C'est une approche non allèle sélective. On a un azo qui va se fixer sur les 2 formes mutées et non mutées de l'ARN de Huntington et on va dégrader les 2 formes. Donc ça, c'est l'exemple du tominersen. On peut avoir une approche qui va cibler le CAG. Alors, comme il y a plus de CAG sur la forme mutée par définition, on va avoir une dégradation prédominante sur la forme mutée. C'est l'exemple du VO659 qui est en cours de développement. Et puis, on peut avoir une approche qui est ciblée allèle spécifique, où cette fois-ci, l'azo va cibler un SNP qui n'est pas forcément dans le gène, mais dont on sait qu'il va être lié et donc colocalisé avec l'allèle muté. Et dans ces cas-là, on va avoir une dégradation sélective et spécifique de l'ARN messager muté. Donc, c'est les études WAVE. Alors, attention sur ces 3 approches. Quand on est non spécifique, voilà, on va diminuer la Huntington non mutée. Et en particulier, on sait quand on descend en dessous de 50% dans les études précliniques, voilà, on est potentiellement délétère. Et puis, qu'est-ce que c'est sur un cerveau qui, depuis 14 semaines d'aménorrhée, développe des mécanismes de compensation, de baisser à long terme la quantité totale de Huntington. C'est encore difficile d'avoir le recul, hein, parce que c'est par définition des approches en développement. Pour l'approche CAG spécifique, ce n'est pas des généticiens que je vais apprendre qu'il y a d'autres gènes porteurs de CAG. Et donc, on a potentiellement un effet off-target, un effet qui ne serait pas sur le gène qu'on cible. Et puis pour les approches allèles spécifiques, c'est super, mais ce n'est pas accessible à tous les patients, parce que par définition, seuls certains patients sont porteurs de ce SNP. Alors en général, c'est 30 à 40% des patients
sur la partie Huntington. Donc le tominersen, donc l'exemple de l'approche non allèle spécifique qui active la RNase et donc la dégradation de l'ARN. Donc des phases 1-2 d'études de doses en fait assez classiques, mais pour lesquelles on avait déjà des petites choses, je vais y revenir après, d'augmentation de volume ventriculaire, d'augmentation dans le liquide céphalo-rachidien du marqueur neurofilament qui reflète de la mort neuronale potentiellement. Et l'étude génération de phase 3 qui a montré une aggravation en fait dans les patients qui recevaient le traitement le plus souvent, le plus fréquemment, toutes les 8 semaines, avec une augmentation concomitante des neurofilaments dans le LCR et plus d'événements indésirables. Cette étude a été arrêtée en mars 2021, mais l'analyse complète des données a permis de voir que l'augmentation des neurofilaments était transitoire, avec une augmentation concomitante des cellules et de protéines dans le LCR. Donc peut-être que c'était quelque chose de transitoire, inflammatoire. Et l'augmentation du volume ventriculaire, dont on aurait pu se dire qu'il pourrait refléter une augmentation de l'atrophie des structures cérébrales, n'était pas corrélée. Il n'y avait pas d'atrophie cérébrale et surtout, après l'arrêt des administrations du traitement, ce volume se normalisait. Donc, est-ce que c'était reflété en fait une hydrocéphalie avec une accumulation des azos? Voilà. Bon, mais ça, c'est ce qui est actuellement débattu. Voilà. Non, mais je n'ai pas du tout dit que tout était clair encore sur le tominersen, et il y a un développement potentiel sur une phase 2 avec des plus basses doses, mais la question de la dose, je pense, et on y reviendra peut-être dans les questions, est absolument primordiale, je pense, parce que on a ce problème d'administration qui fait qu'on n'est pas directement sur la cible, et donc des fois on donne probablement plus qu'on devrait donner à ces patients, et on augmente le risque d'effets indésirables. Mais c'est toujours ça en pharmacologie, d'ailleurs. Donc on y reviendra. Sur la partie allèle spécifique, donc voilà, je vous rappelle, l'azo se fixe sur un SNP dont on sait qu'il est colocalisé. C'était les essais précision qui ont été arrêtés parce qu'il n'y avait pas d'engagement de cible, pas de preuve d'engagement de cible. Et puis l'essai Select HD qui est en cours sur le 3e SNP, qui est chez 40% des patients. Donc l'année 2022 était un peu difficile sur le Huntington, mais c'est très dynamique et on a encore plein d'autres essais d'approches qui sont en cours de développement, des approches spécifiques de l'exon 1 avec donc des essais de RNA interférence, des approches avec d'autres RNAi. Alors, il y a une étude, c'est l'étude Vital, mais qui a été retirée parce qu'ils veulent développer un peu mieux l'AAV qui va permettre une meilleure administration IV. Mais donc, voilà, il y aura probablement une autre étude à la place. Je vous parle des modulateurs d'épissage qui ne sont pas des azos, mais c'est juste pour signifier, parce que c'est des médicaments quand même par prise orale, donc potentiellement intéressant pour les patients d'avoir ce type de voie d'administration, avec des phases 2. Une phase 2 qui a été, l'étude Vibrant HD, qui a été arrêtée parce qu'il y avait pas mal de neuropathie périphérique, dont on n'a pas encore l'explication claire, je pense. L'approche CAG, avec donc l'essai de VO659, on verra pas que dans l'Huntington, du coup, sur plusieurs maladies, et puis les thérapies géniques qui sont en phase 1B, en train de commencer, dont on n'a pas encore de résultats. Sur les ataxies, bon, j'ai cité la SK3 qui était la plus avancée, phase 1B, avec le ciblage de l'ARN prémessager de la taxine 3. Donc voilà, encore très early. Et sur l'approche CAG dont je parlais tout à l'heure, ben voilà, un exemple de cette approche CAG qui du coup va être essayée et dans le Huntington et dans les SCA. L'ataxie de Friedreich, c'est pas exactement de nouveau dans le scope des azos, mais c'était plus parce que cette fois-ci on était sur la restauration d'une production d'une protéine fonctionnelle, voilà, en essayant de débloquer la machine transcriptionnelle. Donc c'était plutôt pour un mode un peu je vous le citais juste pour un mode d'approche avec un fonctionnement différent. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai fait, mais je pense que je suis dans les temps. Voilà, donc petit résumé rapide, aire thérapeutique extrêmement dynamique, et je n'ai pas pu parler de tout, mais ça fait déjà un peu catalogue, donc si je vous avais parlé de tout, on ne s'arrêtait pas, on en avait pour 2 heures. Particulièrement dans les maladies génétiques qui sont des bons modèles pour ce type d'approche, les maladies neurodégénératives, on y vient maintenant, sur notamment des approches alpha-synucléine et tau, et dans les mouvements anormaux, et donc voilà, qui sont enfin en plein dans le développement thérapeutique actuel, et vraiment réfléchir aux leçons des autres essais dans le développement des nouvelles molécules. Qu'est-ce que ça veut dire de diminuer, parce que c'est pas pareil de restaurer la production d'une protéine manquante, mais qu'est-ce que ça veut dire de diminuer la production d'une protéine normale qui a sa fonction, et d'une protéine mutante où il y avait peut-être des mécanismes de compensation qu'on va déséquilibrer.
bien se souvenir qu'il y a des effets indésirables qui sont finalement liés à la classe des azos et probablement également aux doses qu'on utilise. Donc ça passe aussi par améliorer le moyen d'obtenir l'engagement de cible et d'arriver aux cellules cibles qu'on veut, notamment dans des pathologies où on vise des noyaux gris profonds. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une administration intratécale au niveau lombaire, quoi. C'est un petit peu compliqué d'être sûr qu'on obtient l'engagement de cible. Voilà, et merci pour votre attention. De bon matin après le café. Merci beaucoup, Louise-Laure. C'était enfin, tu as bien fait le tour et tu as bien pointé aussi les difficultés et peut-être même les difficultés de compréhension, comment ces maladies-là, notamment dans la maladie de Huntington, se génèrent, parce que cette idée d'une accumulation d'une protéine hyperphosphorylée qui est toxique, comme dans la maladie d'Alzheimer, comme dans des maladies, des tauopathies, comme dans le Parkinson. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut diminuer? Est-ce que c'est ça qui est la cause de la maladie? Parce qu'il y a des inclusions au bout de course de cette maladie. C'est un peu ça la question finalement. On peut même avoir le même débat d'une façon générale sur l'ensemble des pathologies neurodégénératives, parce que même dans le Parkinson, oui, on sait que les effets de dose de gènes sont toxiques, mais on sait aussi qu'il y a des mécanismes compensateurs quand une protéine s'agrège d'une façon générale, je pense. Donc, comme tu dis, on arrive beaucoup de dizaines d'années après que la maladie et les primary insults aient commencé, donc c'est ça qui est un peu piège et qui est compliqué. Mais c'est normal de commencer par ces pistes-là en même temps, mais comme je le disais tout à l'heure, plus nos connaissances des maladies avancent, plus on pourra trouver des cibles différentes. Ce qui était intéressant là, dans le tominersen, dans la génération HD, les patients se dégradaient sur tous les domaines. C'est-à-dire qu'ils avaient une aggravation, ceux qui étaient injectés par la plus grande dose le plus fréquemment, ils avaient une aggravation sur tout, cognitivement, comportemental et la chorée. Donc, c'était même la question si ce n'était pas un effet aussi cortical, puisque ça diffuse partout, mais aussi des neurogris, puisque la chorée augmentait aussi. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a ce qu'elle vous dit, on l'a su assez rapidement, puisque deux gardes, c'est des patients qui sont injectés avec des patients sentinelles, et deux gardes la nuit à essayer d'injecter le neuroleptique aux patients pour qu'il ne casse pas tout dans le service. Donc, voilà, on l'a vécu personnellement. Très bien, oui. C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet passionnant de traitement des maladies neurodégénératives? On les cueille au lever. Hein. Là, il y a Christelle. Je vois rien du tout. Le panel a peut-être des questions. Pendant que voilà, là, il est arrivé. Merci beaucoup. Bonjour Christelle Thauvin. Merci beaucoup pour votre présentation absolument magnifique et extrêmement intéressante. J'ai une petite question. Alors peut-être que je vais un petit peu vite, mais par rapport à ce que vous nous avez présenté, est-ce que ça prône l'idée que finalement, plus on traitera tôt les patients, alors je vais peut-être être surprenant de dire ça, mais même en période de la petite enfance, pour une maladie qui a un risque d'arriver à 40 ans, est-ce que ça pourrait être dans cette hypothèse-là de se dire que finalement, plus on va traiter tôt, plus on arrive à un moment où tous les phénomènes compensatoires ne se sont pas encore trop installés, ou est-ce que c'est une idée complètement idiote et un peu délirante? Alors, bien entendu, c'est très difficile quand on est à des essais cliniques, aux phases d'essais cliniques pour le faire ça, mais effectivement, d'une façon générale, je pense sur la neuroprotection, plus que le sujet des azos en tant que tel, on sait que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a le Graal de développer le meilleur biomarqueur pour toutes les pathologies. Et en génétique, vous avez quand même cet avantage sur les autres pathologies neurodégénératives du présymptomatique dont on sait qu'il est muté, ce qui est quand même un gros avantage et qui en fait des patients modèles pour les traitements neuroprotecteurs. Mais d'une façon générale, alors j'ai une slide d'habitude, mais je ne l'ai pas là, donc je vais le faire avec mes mains, mais le même médicament qui a la même amplitude d'effet, puisqu'on sait qu'on a la progression de la maladie qui va être ainsi, en fait, rien que le fait d'agir plus tôt, la même amplitude d'effet
va pas empêcher le patient, va avoir une très discrète inflexion, mais il va être bien entendu malade. Si on est très tôt, même un effet de pas très grande amplitude va avoir des grosses conséquences avec l'évolution, parce que l'amplitude mécaniquement avec le temps. Donc effectivement, si on pousse le raisonnement à l'extrême, on peut se dire que on pourrait traiter, une fois qu'on a prouvé l'efficacité, le plus tôt possible. Il y a bien sûr toutes les questions éthiques là-dessus, surtout sur des maladies dont la pénétrance peut varier, l'expressivité peut varier, l'âge de début peut varier. Et c'est là qu'il faut qu'on progresse sur les biomarqueurs, en fait, et l'individualisation, les modélisations qui sont actuellement faites dans toutes les maladies, y compris Parkinson, mais voilà, à titre individuel, savoir comment le patient va évoluer, ou le présymptomatique va évoluer, ou quel que soit le patient. C'est probablement ça, d'abord, la clé pour pouvoir passer à cette phase-là. D'accord. Mais tu as raison, parce qu'il a été montré là récemment dans un cahier de Science de Sandrine Imbert, de traiter le modèle souris à 7 jours de vie sur un défaut synaptique qui est transitoire, va empêcher la souris de développer la maladie plus tard. Donc, c'est montré que les périodes critiques doivent être identifiées, mais le problème, c'est que chez l'homme, comment les identifier si tu n'as pas les biomarqueurs qui peuvent te dire où tu en es dans ta phase de compensation pour savoir ce que tu vas traiter. Donc, tout ça, c'est important. Mais... Parce que c'est vrai, jusqu'à présent, le diagnostic présymptomatique dans ces maladies-là, on ne le fait pas avant l'âge de 18 ans. Et puis, il va y avoir toute la question dans la décennie qui arrive du dépistage néonatal et de l'extension des dépistages néonatales pour les maladies où on peut avoir une action précoce pour éviter que la maladie survienne ou limiter ses complications. Et du coup, c'est hyper intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps. Ah, Christophe. Bonjour. Justement, on parle actuellement. En fait, on a des gros spots, du coup, on ne vous voit pas tous bien. Ah, pardon. Il est là. Justement, on parle actuellement de traiter de plus en plus tôt. Présentez-vous peut-être. Je m'appelle Romain Coupier, je suis un des internes du CHU d'Angers en neurologie. On parle actuellement de traiter de plus en plus tôt sur les différents ARN interférents ou ASO qu'on a pu tester là depuis quelques années. Est-ce qu'on a des mécanismes d'échappement finalement au traitement? Parce que là, on parle de traiter tôt justement ces patients, donc pour une durée qui sera plus longue. Est-ce qu'on a déjà des idées par rapport à ça Alors, pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt parce qu'on est un peu précoce, mais de toute façon, il y a une question même plus large qui est de la viabilité de développer tous ces traitements avec des injections intrathecales répétées mensuelles dans des maladies dont on va maintenant les élargir à des maladies extrêmement fréquentes comme le Parkinson, etc. Donc même la viabilité pratique va être compliquée. Donc il y a cet aspect-là. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, sur le recul à long terme, on est forcément dans une ère thérapeutique où c'est un petit peu encore compliqué pour l'instant. Sauf si tu ne traites pas toute la vie. C'est-à-dire, nous, on imagine qu'on doit traiter en permanence sur une voie longitudinale jusqu'au début des troubles, mais en fait, c'est peut-être pas ça. Peut-être c'est justement l'identification de là quand il faut. Le moment auquel on essaie actuellement, je pense qu'on est sur une phase des maladies où c'est un peu compliqué parce qu'elles sont trop établies. On fait dans l'hypothèse de quelque chose de plus précoce, peut-être qu'il y a un moment charnière, effectivement. Et je pense que là, ce qu'on fait actuellement... Un moment. Oui, plusieurs moments. Ouais, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on prend des patients qui sont finalement assez évolués. La maladie est cliniquement très installée. Ça ne m'étonne pas qu'on soit sur du mensuel, quoi, parce que... Oui, absolument. Non, mais une fois je crois qu'on ciblera pas la même chose, même dans l'idée de la pathogénicité, je pense. Je vous remercie. Je voulais me projeter un tout petit peu. Projetons-nous dans le futur et imaginons que ça marche. Imaginons que Génération HD ait marché. Ça va être un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va marcher. J'admire le positivisme. Voilà. C'est bien. On est sur des maladies rares, mais pas si rares que ça. Quand on voit ce qu'est d'accompagner un patient dans un essai comme Génération HD, avec les ponctions lombaires, les injections intrathecales itératives, pour faire 16 patients, nous à Angers, on a eu 16 patients dans ce protocole, ça a été possible parce qu'on a un centre de référence, que j'ai 2 praticiens hospitaliers spécialisés dans la maladie de Huntington, une équipe de recherche clinique derrière. Les polyglus, le jour où il faudra qu'on traite tout simplement les polyglus de nos services. Je ne sais pas, de tête, sur une petite ville comme Angers, on doit suivre 600 patients qui ont une polyglutaminopathies.
Le modèle hospitalier, je pense que c'est des réflexions qu'il faut que l'on ait, les généticiens et puis les neurologues aussi qui sont présents dans la salle, c'est qu'il faudra qu'on ait un modèle hospitalier, hospitalo-universitaire qui nous permette d'assurer le traitement de ces patients avec des médecins ayant ces compétences, parce que ça va nécessiter d'être des experts de la maladie. Et je pense que ça ouvre quand même un champ pour notre discipline de la neurogénétique qui est absolument considérable en soins et qui va être une révolution pour nous et nos services. Oui, je peux qu'être d'accord avec vous, bien entendu, sur le dynamisme que ça va engendrer et la nécessité aussi de former non seulement à ces approches thérapeutiques, mais à ces maladies. Et je pense tout de même que cette question on est sur les phases finalement de preuve de concept là. On veut atteindre ce Graal de la neuroprotection. On est sur une phase de preuve de concept. Les premiers essais avec les L-Dopa dans les années 50 dans le Parkinson, c'était de la L-Dopa en perfusion intraveineuse et on ne savait pas l'administrer per os. Donc on est sur la phase de preuve de concept, mais j'espère bien qu'on arrivera aussi potentiellement à améliorer le type d'administration, parce que effectivement, je pense que mécaniquement, déjà là, on commence par des maladies dites rares et comme vous venez de démontrer, c'est pas du tout anodin en termes de charge de travail. Et sachant que maintenant, ils en développent dans l'Alzheimer, dans le Parkinson, etc., je ne vois même pas. Il y a l'aspect financier, bien entendu, donc ça, c'est encore un autre problème de ce que vont nous réserver les labos, mais aussi de l'aspect pratique du flux de patients. Même si on leur faisait qu'une seule injection intratécale, ce serait déjà, à mon avis, compliqué sur le plan pratique. Donc, vive le développement des autres voies d'administration. Oui, l'ultrason. Oui, et favoriser le passage de la barrière par d'autres approches. Dominique. Dominique Bonneau, en génétique Angers. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a une projection médico-économique qui vient de sortir aux États-Unis. Il y aura 300 maladies qui vont être prises en charge sur le plan thérapie génique en 2030. C'est la projection. 2030, c'est pas très loin. 150 pour le cancer, 150 pour les maladies rares, enfin maladies monogéniques. C'est à peu près ça, avec des écarts types assez grands, mais enfin quand même, c'est ça. Et ça va coûter très cher. Ouais. Et donc, alors, les Américains disent dans leur projection de coûts que c'est supportable par le système de santé. Mais le système de santé américain, c'est un système privé. Et la France, c'est la Sécu. C'est ce que j'allais dire, on n'est pas sur le même système. Alors, c'est pour ça aussi que la FDA, elle peut approuver un peu plus vite, parce que derrière, ils savent que c'est à titre individuel le patient. Et il y a une question éthique aussi de se dire qu'on va retomber dans la problématique du patient qui peut ou pas avoir une assurance personnelle liée à son travail aux États-Unis, qui fait ou pas qu'il a accès au traitement. Et c'est déjà le cas pour les traitements des cancers actuellement. Et donc, effectivement, nous, il y a une autre problématique dont on ne sait pas, comment va évoluer notre système de santé et de financement en France. Ça, c'est un autre problème. Et puis, si on garde le même, effectivement... ces coûts de médicaments, est-ce qu'ils peuvent être régulés ou pas parce que sinon, vu les coûts qui sont prévus, ça va être compliqué. Et juste une petite réflexion personnelle. Donc, les neurologues doivent s'emparer de la neurogénétique et les traitements comme ça, mais les généticiens doivent s'emparer également, en collaboration avec toutes les sociétés. Voilà. C'est pour ça la société francophone de neurogénétique, pour que nous travaillions ensemble. Nous avons un lien très fort. Et la société de génétique clinique. Adhérer. Et la société de génétique clinique. Merci en tout cas. On va t'applaudir encore une fois.